Bienvenue dans l'Assiette des anecdotes, la chaîne qui vous sert l'histoire à toutes les sauces. Aujourd'hui, la sauce béchamel. Dans les fastueux salons que certains esprits chagrins persistent à trouver trop pompeux, où les lustres rivalisaient d'éclat avec l'ennui des courtisans et où les robes de soie bruissaient de secrets aussi croustillants que du pain rassis, un nom circulait avec une déférence qui n'était guère inférieure à celle que l'on accordait au dernier chien favori de la duchesse, la béchamel. Laissez-moi vous narrer, ô vous, fin palais et esprit curieux, la genèse, les mystères et les triomphes de cette onctueuse préparation qui, aujourd'hui encore, nappe nos mets les plus distingués avec une constance qui ferait pâlir d'envie le plus zélé des percepteurs. Car, voyez-vous, derrière la simplicité biblique de cette union de lait, de beurre et de farine, se dissimule une intrigue aussi embrouillée que la généalogie d'un nouveau riche. L'an de grâce 1651, le roi Soleil, encore à l'âge où l'on préfère les jeux de ballon aux édits royaux, laissait déjà entrevoir une autorité qui, plus tard, s'étendrait jusqu'aux confins de la patience de ses sujets. C'est dans ce siècle où le bon goût commençait à poindre, malgré quelques persistances de manière barbare, que l'ombre d'un homme, Louis de Béchameil, marquis de Nointel et accessoirement, maître d'hôtel du futur monarque, vint planer sur nos casseroles. La légende, colportée par des cuisiniers plus soucieux de flatter leur patron que de vérifier leurs sources, veut que ce soit lui qui ait sublimé cette sauce, la transformant d'une bouillie informe en une crème digne des plus fines porcelaines de Sèvres. On imagine Béchameil, d'un geste aussi solennel que celui d'un académicien posant la dernière main à son discours de réception, incorporant le lait aux roux avec une gravité qui ferait croire à la préparation d'un élixir de longue vie. Cependant, certains esprits malicieux, probablement jaloux de cette gloire culinaire imméritée, murmurent que Béchameil n'aurait fait que donner son nom à une mixture déjà connue, une sorte de colle alimentaire amélioré. D'aucuns, avec une audace frisant l'impertinence, évoquent même des liaisons à la farine antérieure, aussi réjouissante qu'un sermon dominical un jour de pluie. Ce n'est pas grave car l'histoire, souvent aussi arrangeante qu'un notaire véreux, a retenu le nom de Béchameil. Et il faut bien admettre que, sous cette étiquette flatteuse, la sauce conquit les tables les plus illustres avec une rapidité qui ferait passer une épidémie de grippe pour une promenade de santé. Elle devint l'indispensable des volailles fines, le voile pudique des légumes un peu fades, la promesse d'une onctuosité qui consolait presque de la rigueur des impôts. Au fil des décennies, la béchamel traversa les époques, donnant naissance à une descendance aussi variée que les opinions politiques un soir d'élection. La mornay, avec son supplément fromager aussi attendu qu'un héritage inespéré. La soubise, où l'oignon pleure sa caramélisation avec une douceur presque suspecte. La nantois, aux effluves d'écrevisses qui rappellent les rivières où l'on pêchait avant la pollution. Aujourd'hui encore, dans nos cuisines modernes, la béchamel règne avec une autorité que même le plus intransigeant des chefs de rayon n'oserait remettre en question. Elle est la colonne vertébrale de nos gratins dominicaux, l'âme du croque-monsieur, cette audacieuse tentative de transformer 2 tranches de pain en un repas complet, et le secret souvent éventé de tant de plats qui nous consolent des aléas de la vie, un peu comme une bonne sieste après un repas trop copieux. Ainsi, mes amis, la prochaine fois que vous vous délecterez d'une cuillerée de cette sauce à la blancheur suspecte, ayez une pensée pour Louis de Béchameil, qu'il en soit l'inventeur ou le simple parrain. Son nom est à jamais lié à cette préparation, un témoignage de l'art de vivre à la française, où même la plus banale des sauces peut avoir une histoire aussi rocambolesque qu'un roman de cape et d'épée. Sans les duels, ce qui est ma foi, bien plus prudent pour la nappe. L'âge et les infirmités sont les tristes apanages de la vieillesse. Il faut donc excuser si, par mégarde, notre cher maître Auge, dont la mémoire s'effiloche parfois comme une vieille dentelle et dont la vue, hélas, n'est plus celle d'un jeune page, a pu confondre le siècle de Louis le Grand avec celui de son arrière-petit-fils. Que les esprits éclairés daignent donc ne point s'offusquer de ces menues erreurs chronologiques, attribuables uniquement aux faiblesses d'un homme dont le zèle n'a d'égal que l'ancienneté. Nous espérons que la saveur de nos modestes illustrations n'en sera point altérée et que votre indulgence saura pallier ces légers anachronismes.